accompagnera. Passez une très belle fin de journée. Bonsoir à tous et bienvenue dans les Alpes. Voici les titres de votre journal régional. Ils sont décrits comme des criminels aguerris. 3e jour de procès pour les 5 hommes poursuivis pour la mort d'un brigadier chef de la BAC à Chambéry. La cour d'assises a entendu aujourd'hui les policiers chargés de l'enquête. Un ouvrage d'exception inauguré aujourd'hui en Suisse. Avec son tube de 57 km, le tunnel ferroviaire du Saint-Gothard est officiellement le plus long du monde. L'équipement fait écho au projet du Lyon-Turin ferroviaire. Pour en parler, Patrick Mignola, le vice-président de la région chargé des transports, sera l'invité de notre journal. En Haute-Savoie, ETG FC en plein doute. Quelques semaines après sa relégation sportive, le club de football doit trouver un nouvel actionnaire pour éviter une relégation administrative. À 19h30, l'édition nationale présentée par Carole Gessler reviendra sur les inondations toujours en cours en région parisienne. Aujourd'hui, le centre-ville de Nemours, en Seine-et-Marne, était sous les eaux. 4000 personnes ont dû être évacuées. Et les intempéries qui ont aussi causé la fermeture de l'A10 dans le Loiret. L'autoroute était impraticable à cause de la pluie. Plus de 650 automobilistes sont restés piégés sur ce tronçon. Mais d'abord, direction la cour d'assises de Savoie où les charges s'accumulent contre les 5 hommes poursuivis pour la mort du brigadier chef Cédric Papatico. Le travail des policiers a été présenté à l'audience aujourd'hui. Les enquêteurs ont décrit un groupe criminel très actif. Marie Michelier et Jean-Christophe Solari. Ce 3e jour de procès devant les assises de Savoie a débuté tôt ce matin avec l'exposé d'un des enquêteurs de la police judiciaire de Chambéry en charge de l'affaire. Le détail du parcours, du périple des 5 hommes accusés. Un rapport d'enquête qui démontre, je cite, qu'on a bien affaire à une équipe solide de malfaiteurs avec une spécialité, commettre à l'aide de véhicules volés et faussement immatriculés des vols avec effraction, avec une violence matérielle jusqu'à cette nuit tragique du 11 avril 2012 et la mort du brigadier chef Cédric Papatico à Saint-Alban-l'Hesse. Alors cet après-midi, ce sont les très nombreuses écoutes téléphoniques qui ont été détaillées devant la cour. Un travail de fourmi qui a duré plusieurs mois. Une 60aine de lignes en tout scrutées, celles des accusés et de leur entourage, leurs compagnes ou leurs petites amies. Des écoutes confondantes qui attestent que les hommes se connaissaient bien et se sont retrouvés au lendemain du drame, ont tenté pour certains de fuir à l'étranger. Il a écrasé le deck, le policier, ça dépasse le cambriolage, on va en prendre pour 20 ans, dira l'un d'entre eux au téléphone. Le crime ne paie pas, on en a voulu trop d'argent, on s'est cassé la gueule, dira un autre dans une conversation interceptée par les enquêteurs. Alors, lors de leur garde à vue respective, tous les accusés ont toujours nié leur implication dans cette affaire. Les interrogatoires vont maintenant suivre. Avant demain, les rapports des experts dans ce procès qui doit durer, je vous le rappelle, jusqu'au 10 juin prochain. Et toujours à propos de justice, mais au tribunal correctionnel de Grenoble, cette fois-ci, 11 personnes ont été condamnées à des peines allant de 18 mois avec sursis à 12 ans de prison. Poursuivi pour association de malfaiteurs, le groupe avait été appréhendé il y a 2 ans. Il préparait une attaque contre une imprimerie de billets de banque à Rennes. Et l'actualité en région, ça se passe aussi sur la toile, à découvrir sur notre site internet. Cette mésaventure à la Grotte Roche, dans le Vercors, une adolescente de 17 ans a fait un malaise dans la cavité en milieu de journée. Le plan départemental de secours spéléologie a été déclenché. Il a permis de sortir la victime de ce mauvais pas. Tous les détails sur alpes.france3.fr. C'est la naissance d'un géant des Alpes. Le tunnel ferroviaire du Saint-Gothard a été inauguré aujourd'hui en Suisse. Un tube de 57 km, le plus long du monde. Les travaux ont duré 17 ans. Ils ont coûté 11 milliards d'euros. Le point avec Bernard Apparis. Au pied des Alpes, Herzfeld fête son tunnel. Après 17 ans d'attente, la voie est dégagée. Le rail sort de la montagne. Entre Bâle et Milan en Italie, sur la ligne qui traverse la Suisse du nord au sud, le tunnel aura coûté 11 milliards d'euros. Un nouvel axe économique essentiel pour l'Europe et qui préserve cette région. Le tunnel ferroviaire le plus long du monde, 57 km et 17 ans d'efforts sous le massif du Saint-Gothard. Des travaux titanesques pour creuser la roche, souvent à coups de dynamite. Une lente progression à 500 mètres sous terre. Les 2 tubes qui vont accueillir les trains sont percés aux 2 extrémités à la fois jusqu'à la jonction euphorique en 2010. Puis, c'est l'aménagement des boyaux,
La pose des rails, enfin les premiers essais. L'ouvrage, qui doit entrer en service en décembre prochain, va permettre de fluidifier et d'augmenter le trafic des marchandises entre le nord et le sud de l'Europe. 15 000 passagers sont attendus quotidiennement contre 9 000 aujourd'hui. Des passagers qui gagneront 3 quarts d'heure entre Zurich et Lugano. Et le tunnel du Saint-Gothard, on en parle avec notre invité Patrick Mignola. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le vice-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes chargé des transports. Cet exemple suisse, à votre avis, est-ce que c'est un modèle à suivre? Bien sûr, c'est une formidable entrée dans la modernité. Vous venez de le dire, ça va permettre à la fois d'augmenter les échanges, de remettre les camions sur le rail, donc de moins polluer. C'est d'abord un grand projet environnemental, et puis c'est aussi un grand projet pour les échanges économiques. Et vous l'avez souligné dans ce reportage, ça va permettre de renforcer les échanges nord-sud en Europe. Et ben, la réponse qu'on doit apporter avec le Lyon-Turin, c'est qu'on ait aussi des échanges est-ouest, parce qu'il ne faudrait pas désormais que les échanges commerciaux se limitent à un Hambourg-Gênes, mais qui passent bien de Barcelone jusqu'à Kiev. Alors le Lyon-Turin, le futur Lyon-Turin, c'est un petit peu le petit frère en gestation du Saint-Gothard. Il fera approximativement la même longueur pour un budget de 9 milliards d'euros. Par contre, on n'est pas dans les mêmes tempos de construction, on n'est pas sur les mêmes délais. Oui, la gestation est assez longue, on n'était déjà pas en avance, là on prend carrément du retard et donc il faut que l'ensemble des collectivités et que l'État soient mobilisés sur ce sujet. J'ai constaté avec beaucoup de plaisir que les Italiens avaient rempli leur part du contrat du point de vue du financement. Il faut que la France le fasse désormais de son côté et puis qu'on pense nous en région les voies d'accès pour qu'elles soient le plus adaptées possible à un ouvrage de ce type. Alors le ferroutage, c'est l'un des enjeux de ces grands travaux, enlever les camions de la route pour les mettre sur ces trains. Alors ce ferroutage, il marche en Suisse, mais ça reste un mode moins exploité en France. Exemple, en Savoie, avec la plateforme de Bourgneuf-Féton, c'est le point de départ d'une ligne de fret qui rejoint la banlieue de Turin. Le point avec Xavier Schmitt. C'est aux portes de la vallée de la Maurienne qu'est implantée l'une des 2 plateformes de chargement des poids lourds. L'autre se trouve près de Turin, en Italie. 9 fois sur 10, seuls les semi-remorques, sans tracteur ni chauffeur, effectuent les 175 km à travers les Alpes. L'autoroute ferroviaire alpine, c'est son nom, bénéficie de l'agrandissement du tunnel du Mont-Cenis, réalisé en 2012. Le trafic annuel atteint 30 000 semi-remorques, mais cela représente seulement 5% du transport par la route. Depuis son lancement en 2003, c'est à titre expérimental que fonctionne ce service de ferroutage. Il est exploité par une filiale commune de la SNCF et des chemins de fer italiens et il est subventionné par les 2 États. Ses capacités arrivent à saturation selon les responsables. En 2012, la France et l'Italie ont décidé de créer une nouvelle plateforme près de Lyon. Elle accueillerait 100 000 poids lourds par an. Le projet est encore à l'étude. De même, la concession du service qui pourrait dynamiser le développement est en attente. Le dossier est autant politique qu'économique. Il est lié au projet controversé du Lyon-Turin, mais aussi à l'ouverture du tunnel suisse du Gothard. Il va drainer le flux transalpin des camions sur l'axe nord-sud de l'Europe. Alors, on le voit dans ce sujet, 5% des camions qui traversent les Alpes par chez nous passent par cette ligne ferroviaire, 95% par la route. Est-ce que dans ce contexte, il est pertinent d'envisager un plus grand tunnel, celui du Lyon-Turin ? Il va de soi qu'aujourd'hui, ça ne peut pas aller au-delà de 5%. Vous l'avez souligné d'ailleurs, aujourd'hui on est déjà à la saturation. Moi je souhaite, au nom de cette grande région Auvergne-Rhône-Alpes, que l'État prenne enfin ses responsabilités en disant une chose simple. Au fond, tous ceux qui s'opposent au projet de Lyon-Turin aujourd'hui, ils ont plutôt raison, puisqu'ils nous disent « mais regardez, on n'a pas de preuve ». Que le fret ferroviaire, que les camions sur le rail, ça marche. Or, il y a une plateforme qui existe déjà, à Éton. Il y a la possibilité, à d'autres endroits, en bâtissant celui de Grenay, avec comme ça un périmètre plus large pour aller de France en Suisse. Mais on peut même revitaliser aussi des départs depuis Ambérieu pour prouver, par l'exemple, par la preuve, qui a véritablement besoin du Lyon-Turin. En tout cas, moi je ne comprendrais pas que l'État et les collectivités investissent autant d'argent dans un projet de ce type sans avoir fait une épreuve préalable. Aujourd'hui, on a la possibilité de le faire. À nous de développer ces expérimentations, parce que le Lyon-Turin, de toute façon, ce n'est pas avant 2030. Autant, dans les 5 ans qui viennent, dépolluer les vallées. Les opposants à ce projet mettent souvent en avance les projections qui ont été faites sur le trafic de cette ligne, des projections qui ont été régulièrement revues à la baisse. Oui, parce qu'il y a une polémique permanente pour savoir s'il y a un marché ou s'il n'y a pas de marché. Moi, j'écoute avec beaucoup d'attention les débats qui se déroulent
déroule. Et évidemment, la concertation doit se poursuivre. Mais je pense qu'il faut concrètement, aux côtés des transporteurs routiers, qu'on essaye de nouvelles techniques, de nouveaux itinéraires pour montrer que ça peut marcher. Parce que contrairement à ce qu'on croit, les transporteurs routiers ne sont pas du tout opposés aujourd'hui au ferroutage. Au contraire, ça peut permettre des temps de pause, ça peut permettre une augmentation des volumes d'activité. C'est le moment que l'État, côté français, l'État, côté italien, prennent leurs responsabilités et ne se disent pas on dépolluera les Alpes seulement dans 15 ans. On peut tester tout de suite pour le faire et à ce moment-là justifier ou non le Lyon-Turin. Merci beaucoup Patrick Mignola d'être venu parler donc de ce Lyon-Turin à travers cet exemple du tunnel du Gothard en Suisse. Je rappelle que vous êtes le vice-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes chargé des transports. Merci d'être venu dans le Journal des Alpes. Et on passe maintenant au sport avec cette période de grave turbulence pour le club de football d'Évian-Thonon-Gaillard. Après sa relégation sportive, ETGFC est menacé d'une relégation administrative. Endetté, le club va devoir trouver un nouvel actionnaire d'ici le 21 juin. Dans le cas contraire, il devrait descendre en CFA. Jordan Guéant et Maxime Kemener. Si le 21 juin fête la musique, la date pourrait cette année sonner la fin d'un tube, celui d'ETG. D'ici là, les Roses doivent en effet trouver 1,5 million d'euros. Alors pour éponger les dettes, le club pourrait céder son patrimoine, le domaine de Blonay par exemple, mais va surtout ouvrir son capital. 51% des parts sont à vendre en urgence. On a déjà Bontaz au capital du club qui va proposer d'augmenter sa participation, mais aussi de trouver d'autres entreprises. On va proposer aux PME, donc aux petites entreprises, de se fédérer pour investir dans le club en leur proposant un ou plusieurs sièges de conseil d'administration. Et puis on va proposer au public aussi, aux supporters du club, pareil, de se fédérer pour devenir actionnaire du club. ETG veut donc enfin devenir le club de tout un département et mise sur le circuit court, même sur le sportif. Priorité désormais aux jeunes Haut-Savoyards en formation dans une quinzaine de clubs partenaires, des partenaires dont les Roses veulent se rapprocher. Ce qui pourrait mutualiser les ressources et faire des économies à chacun retrouverait quelque chose. Et nous, en retour de ça, on aurait les meilleurs joueurs qui pourraient venir alimenter le centre. Et puis les équipes, aussi bien d'Annecy. Quant au haut niveau, là encore, un air de système D. L'objectif du club est d'aller piocher dans les réserves de Lyon et Saint-Etienne. La Ligue Rhône-Alpes, après Paris-Île-de-France, c'est le plus gros pourvoyeur de joueurs professionnels. Donc à un moment, Saint-Etienne et Lyon, bien sûr, ils sont de l'avance sur nous. Mais ils ne peuvent pas absorber tout le monde non plus, parce qu'ils font de l'élite, vraiment, pour le très très haut niveau. Acculé, voici donc ETG de retour aux sources, comme un goût de Danone. Le modèle présenté ce matin était déjà défendu par l'industriel il y a 4 ans. Preuve ultime que ETG fait son mea culpa. Des discussions seraient amorcées pour un retour du géant de l'agroalimentaire. Et les problèmes de TGFC ne sont pas que financiers, ils se jouent aussi sur le terrain et en coulisses. En 2 ans, le club est passé de la Ligue 1 en National et il est toujours en litige avec d'anciens membres comme Pascal Duprat, son ex-entraîneur. Les explications de Céline Aubert. Une relégation en national, des victoires qui se comptent sur les doigts de la main, des gradins vides. ETG, loin du faste d'antan, n'en finit plus de s'enfoncer. Des supporters de plus en plus taiseux, de moins en moins nombreux, peut-être le plus douloureux pour les joueurs. On a fait des années exceptionnelles, je crois qu'il ne faut pas oublier tout ça. Il faut le garder au fond de soi-même et continuer à venir au stade nous aider parce qu'on en a besoin. On a vraiment besoin d'eux, vraiment. Oubliez le désir, l'espoir de remonter en Ligue 1. En quasiment une année, le club est descendu 2 fois en Ligue 2, puis en National. Un triste exploit. Pascal Duprat, le coach historique d'ETG et des Croix de Savoie, n'est plus là, mais il donne encore de la voix. 5 minutes comme ça, tu sors. Amer et en colère devant un tel gâchis. Moi, je m'aperçois que pour l'instant, je suis plus là. Et puis avec le plus gros budget de Ligue 2, où pratiquement ils sont descendus en National. On est bien loin de l'engouement de 2013, finale de la Coupe de France, 13 000 supporters en rose. Malgré cette défaite face à Bordeaux, ETG a connu de beaux succès durant ses 4 années en Ligue 1. Déboires financiers, échecs sportifs, Évian-Thonon-Gaillard connaît aussi des problèmes internes. Licencié pour faute grave, Pascal Duprat et son fils attaquent le club. Un procès en correctionnel et un autre au prud'homme qui ajoute sans doute au climat pesant. Il est 19h et bientôt 13 minutes, l'heure de retrouver notre série consacrée cette semaine à l'unité d'enseignement de l'école Paul Langevin de Fontaine, près de Grenoble. Cette classe accueille des enfants atteints de troubles liés à l'autisme. Elle leur apprend notamment à se mêler aux autres élèves de l'école, une intégration qui peut passer par le chant. Jean-Christophe Pain, Yves Mariglo et José Manzanares.
À l'école Paul Langevin de Fontaine, il y a une classe extraordinaire, la classe de Nathanaël. Ses élèves, comme Naïm et Loubna, passent désormais de plus en plus de temps dans les autres classes de l'école. Ça s'appelle l'inclusion. Mais ils partagent aussi de plus en plus d'activités avec tous les autres élèves, aujourd'hui la chorale. Certains, c'est juste qu'ils apprennent ce que c'est qu'être dans un grand groupe et que ça brasse. Et voilà. Donc c'est juste qu'ils apprennent progressivement à rester assis dans un grand groupe. Les premières fois, il ne restait que le temps d'une seule chanson. Maintenant, toute la séance. Jusqu'à maintenant, enfin jusqu'à avant les vacances, on avait nos cerceaux, on les mettait par terre, donc les élèves avaient un repère pour savoir où ils devaient s'asseoir. Là, maintenant, on essaye de passer à l'étape suivante, plus de cerceaux. Alors, pour l'instant, ça passe beaucoup du coup par l'aide de l'adulte. L'objectif, ça va être de s'éloigner progressivement. Eh oui, pour la première fois depuis leur arrivée, les élèves de Nathanaël vont participer au spectacle de fin d'année, comme tous les autres écoliers. Il y a une approche qui est différente avec les enfants autistes et je pense que ça peut apporter que du plus pour tout le monde. Voilà, les enseignants, je pense qu'il y a une ouverture d'esprit, une façon de travailler qui est certainement différente et qui peut être bénéfique aussi pour nos enfants. Il faut arriver à tous tenir encore sur l'île sans que ça dépasse. À la maternelle, on invite même des plus grands, les CE1 de l'école d'à côté. Pas de pieds, pas de mains qui dépassent. Ce matin, Hugolin est un peu malade. En plus, ça peut faire peur de se cacher sous le drap avec des gens qu'on ne connaît pas. Une première rencontre qui pose bien des questions aux grands du CE1. Alors, le lendemain, Margot, la neuropsychologue, vient dans leur classe décoder le comportement des élèves de Nathanaël. Ouais. Quand on a fait le geste du fantôme, Hugolin, il a rigolé un peu. Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre alors? Il était impressionné. Ouais, peut-être qu'il était un peu impressionné, c'est vrai. Vous vous rappelez, avant les vacances, on a dit que les enfants de la classe de Nathanaël, ce qui était très 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 difficile pour eux, c'était le changement et les nouveautés. Or hier, ils ne vous connaissaient pas. C'était des personnes nouvelles qu'ils voyaient et c'était une nouvelle activité. Donc là, ça leur a demandé 2 fois plus d'efforts et vous verrez, plus ils vont vous voir, plus ils vont répéter les activités avec vous, plus ils vont avoir un comportement super. Qu'est-ce qu'on veut pour ces enfants? C'est quoi? C'est qu'ils aient une vie normale et qu'ils soient heureux. Vivre en collectivité, il y a des droits et des devoirs, mais il y a aussi les côtés, finalement, c'est qu'ils deviennent heureux, comme tout chaque enfant. Qu'ils aient leur droit de vivre et puis leur handicap, c'est à la société de s'y adapter. En attendant, nous accompagnons Marouane, Dayan, Hugolin et les autres à la ludothèque. Avec la piscine, c'est la grande sortie. L'occasion d'appliquer à l'extérieur ce qu'ils ont appris dans l'école. Respecter les consignes, les règles du jeu de société. Bientôt, certains pourront jouer en famille avec leurs frères et sœurs. Ce jeu-là de la girafe, on y avait joué au mois de septembre ou octobre, je ne sais plus. Ils ont eu un mal fou à mettre en place le truc, alors que là, c'est bon, quoi, ils ont pigé. Pareil pour la pêche à la ligne, enfin, on sent qu'il y a des gestes qui sont acquis, il y a vraiment un progrès qui a été fait. Les éducatrices ont pris le temps de leur faire découvrir ce lieu inconnu. Maintenant, ils pourront revenir, sans elles, rien qu'avec leurs parents. Des parents qui s'investissent énormément. Plusieurs ont dû arrêter de travailler pour se consacrer pleinement à leur enfant. En fait, les enfants qui sont touchés par cette maladie, il faut trop engager, fatigué. Il ne faut jamais laisser dans un coin qui prend le livre et tourne, même pas. Il faut toujours s'en occuper. Toujours. Aujourd'hui, Hugolin est en forme. Demain, nous irons chez lui, rencontrer ses parents. Accompagnés par une éducatrice, ils essayent d'utiliser à la maison les outils mis en place dans la classe de Nathanaël.
Voilà, 4e et dernier épisode de cette série à découvrir demain dans notre journal. Et on part maintenant à l'aventure, celle d'un Isérois qui s'apprête à descendre les pentes de l'Etna en fauteuil roulant. Pour mener à bien son projet, Sébastien Pilot est armé d'une motivation sans faille. Il s'est aussi équipé d'un fauteuil paré à toute épreuve. Jean-Pierre Seguela et Philippe Caillat. Voici l'objet de toutes les attentions. Son nom, l'Ibex. Sa fonction, FTT, fauteuil tout-terrain. Celui-ci attend son pilote d'une minute à l'autre. Leur point commun, partir en Sicile, descendre l'Etna. Son pilote, le voici, Sébastien. Nous l'avions rencontré il y a quelques mois en pleine préparation. Cet entraîneur de boxe est atteint de neurofibromatose. Ce défi, c'est aux enfants malades qu'il le dédie. Je fais un sport de combat, donc je vais aller combattre le volcan et j'ai envie de faire des images et d'aller les montrer aux enfants pour dire que bien préparé, on peut tout faire. T'as mis les freins parking ? Retour au présent avec la découverte de l'engin dans les ateliers de Sénaux. Pour Sébastien, l'étape est décisive. On est pas mal du tout. Ce fauteuil de série a été modifié spécialement pour lui. Cette fois-ci, c'est du concret et les premières impressions sont plutôt prometteuses. Sinon, j'ai les jambes... Même immobile, la position est agréable. Comme en plus, la descente va durer à peu près une demi-heure, d'après nos calculs théoriques. Donc pendant une demi-heure, faut quand même être bien, parce que si pendant une demi-heure, on a mal de partout, c'est beaucoup moins sympa. C'est parti, équipe au complet, première mise en situation. Cet entraînement fera office de prise en main. Au programme, parcours varié et détaillé pour un test grandeur nature sur les hauteurs d'Annecy. C'est un petit peu adapté à ce qu'il va faire à l'Etna. Du coup, on sait que l'Etna, il y aura un petit peu de tout comme terrain. Donc il y aura pas mal de portions assez rapides. Donc là, au début, c'est rapide. Et à la fin, pour se faire un petit peu plaisir, on passe dans du trialisant, dans des cailloux. Après 2 essais, on peut dire que le pilote et la machine font plutôt bon ménage. Derrière, la garde rapprochée suit au cas où. Mais le bolide tient le choc, à l'aise. Le châssis aussi. Quant au frein, nos problèmes. Ça, c'est de l'arrivée, hein. Ça, c'est de l'arrivée, c'est de la bombe. Bonne réaction et super sensation. Le rendez-vous avec l'Etna n'est plus très loin. Seb est rassuré. Au niveau du dos, c'est nickel. Voilà, il y a le genou, les pieds. Et puis je pense que c'est tout. Après le reste, comme je disais, l'assise elle est bonne. Les amortisseurs, ça semble nickel. Donc voilà, encore 2-3 peaufinages à faire et on sera fin prêt. Maintenant c'est sûr, ils iront tous au bout de l'aventure. La Sicile et son volcan les attendent fin juin, si tout va bien. Et on s'intéresse maintenant à la grande région Auvergne-Rhône-Alpes avec une bonne nouvelle. La récolte des cerises a commencé en Ardèche. La mauvaise nouvelle, c'est que les fruits seront plus chers cette année. La faute à la météo et à une nouvelle réglementation dans l'utilisation des pesticides. Vanessa Fize et Nicolas Ferraud. Depuis 8 jours, Christelle Cézanna et son équipe de saisonniers s'activent au milieu des cerisiers. La cueillette est minutieuse, les fruits doivent être prélevés aussitôt qu'ils sont mûrs. La récolte des burlas s'achève presque, elle a duré bien moins longtemps que l'an dernier. Les quantités sont moindres, de l'ordre de 30% d'une production moyenne. La qualité en revanche est au rendez-vous. L'hiver doux a fait que les arbres ont démarré tôt et le froid qu'il a fait en février a gelé pas mal de fleurs. Donc il y a une mauvaise floraison, mauvaise nouaison. Et quand il y a moins de fruits, du coup, ils sont plus gros et plus sucrés. Les producteurs perçoivent cette année en moyenne 3 € par kilo de burlas, c'est plus que l'an dernier. Mais à défaut de quantité, les bénéfices risquent d'être maigres. Autre inquiétude pour les producteurs, la menace que fait peser la Drosophila Suzuki, la mouche du cerisier, depuis que le principal pesticide est interdit. Les alternatives sont coûteuses et les variétés de cerises plus tardives vulnérables. On avait un produit efficace qui marchait très bien, mais bon, ça c'est, c'est un principe de précaution. Mais bon, on se retrouve avec des produits 15 fois plus chers qui n'ont pas de retour d'efficacité. On ne sait pas, c'est pas bon. Là. Philippe Surel est installé à Saint-Privat, près d'Aubenas. Il a pris un parti radical comme d'autres confrères, celui d'arracher régulièrement des cerisiers, car les déconvenues sont trop nombreuses. C'est une suite d'années très défavorables qui ne nous permettent pas de
de gagner notre vie avec des surfaces. Les cerises seront donc goûteuses cette année, mais peu nombreuses. Mieux vaut donc se hâter un peu pour les savourer. Et toujours à propos de culture et de jardin, ce soir à 23h30 sur France 3, le magazine In Situ se penche sur le marché florissant du business vert. La moitié des Français jardinent. Ils dépensent en moyenne 240 € par an pour entretenir et embellir leurs espaces verts. Marie-Sophie Lacaro s'est rendue à Angers, élue première ville verte de France en 2015. Le magazine In Situ, ce sera ce soir à 23h30 sur France 3. Et avant de refermer ce journal, je vous en rappelle l'une des principales informations. ETGFC cherche un nouvel actionnaire. Relégué en national, le club de foot au Savoyard connaît des difficultés financières. Les éventuels acquéreurs ont 3 semaines pour se manifester. C'est la fin de ce journal. À suivre la météo et l'édition nationale. Très belle soirée à tous sur France 3.